Bonjour à toutes et tous. Alors, Bonjour. 14h00 peut-être, on va attendre quelques petites secondes le temps que les personnes vont se connecter. Et sinon, on vous souhaite la bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier d'infirmier coordinateur avec Xavier aujourd'hui. Enchanté. Bonjour Xavier, et déjà un grand merci d'avoir répondu oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres aujourd'hui. Donc bienvenue et enchantée. Si je peux commencer à me présenter un petit peu et après je te laisse la parole. Moi, c'est Wendy, je travaille chez Chance et je suis heureuse de découvrir avec toi ta voie professionnelle et le métier d'infirmier coordinateur. Pour les personnes qui nous regardent et qui assistent à ce live, le but du live, c'est vraiment qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans l'onglet chat ou l'onglet questions que vous avez dans l'interface. Et ensuite, moi, je vais les poser à Xavier. Comme ça sera sous forme de discussion, ça sera plus fluide. Et pour peut-être commencer, je ne sais pas si des personnes qui sont connectées pourraient nous dire d'où elles nous écoutent ou pourquoi elles sont là. Alors, je ne sais pas encore si des personnes nous ont rejoints, en tout cas, si elles l'ont fait, qu'elles se manifestent. Xavier, si toi, tu fais le live d'où? Alors, moi, je suis dans le sud, à Montpellier. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il fait beau, ça va. Très bien. Eh bien, de mon côté, ça sera à Paris et il ne fait pas beau. Voilà. Comme ça, on a un bon équilibre à tous les deux. Alors, pour commencer, en introduction, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, donc Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle avec une méthode qui permet à chacun et chacune, quel que soit son passé, de faire le point, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Aujourd'hui, Chance propose plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Et le programme le plus connu, que peut-être certains et certaines connaissent déjà, c'est le bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un programme qui permet de faire le point sur sa vie professionnelle et sur la direction qu'on veut lui donner. Il y a quelques mois, on a aussi lancé une initiative 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste. C'est gratuit et c'est ouvert à toutes et tous. Et je vous encourage à la rejoindre. Je vous mettrai le lien en fin de live dans le chat pour vous inscrire et regarder si ça vous intéresse. Et le principe, c'est tout à fait simple, c'est de recevoir chaque semaine une liste de 10 personnes qui on peut potentiellement aider en donnant un coup de pouce professionnel. Et en plus, ça marche dans les deux sens. Donc, ça permet à la fois d'aider ou d'être aidé si on en a besoin. Et là, justement, c'est une bonne transition parce que le live métier, c'est vraiment de l'entraide que tu es en train de faire aujourd'hui, Xavier. Tu as accepté bénévolement, de donner 30 minutes de ton temps pour présenter la réalité de ton métier et de répondre à toutes nos questions et à toutes vos questions aussi. Donc, voilà, encore un grand merci. Et l'édition spéciale aujourd'hui des live métiers de cette session, on a voulu vraiment donner la priorité aux métiers en forte demande et qui recrutent particulièrement. Donc, il y a vraiment des opportunités à la clé. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour postuler sur le type de métier, n'hésitez pas à nous contacter après le live. Voilà, un petit peu pour les présentations et l'introduction. Est-ce que... Xavier, je peux te donner la parole et est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, etc. Et après, on échangera autour de questions. Ok. Enchanté. Je suis ravi de pouvoir donner un petit coup de main, quand même, parce que c'est important. Donc, moi, c'est Xavier. J'habite donc Montpellier. Et je suis infirmier coordinateur. Donc, dans infirmier coordinateur, il y a deux mots, il y a infirmier et coordinateur. Donc, de base, je suis infirmier. Donc, mon parcours très classique pour les études d'infirmière. J'ai eu mon bac il y a quelques années, en 2006. Ensuite, j'ai passé le concours d'infirmier. Pour m'assurer que c'était bien la voie que je voulais, j'ai travaillé en tant
qu'auxiliaire de vie au début, puis aide-soignant pour parfaire un petit peu le métier, pour parfaire mes compétences et aussi pour me faire un petit peu de sous en tant qu'étudiant. Et ensuite, après mon diplôme, donc j'ai exercé dans pas mal d'endroits différents. J'ai fait de l'hospitalier, j'ai travaillé en libéral, j'ai travaillé dans le médico-social avec des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. J'ai travaillé en entreprise, j'ai fait de l'intérim. Voilà, donc j'ai un parcours assez étoffé qui m'a permis un petit peu de savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas et d'un petit peu rechercher. C'est aussi ça qui fait la richesse du métier, c'est qu'on a plein de lieux et de populations différentes qu'on peut rencontrer, de rythmes de travail différents, etc. Et j'ai eu la chance, donc mon parcours, il est pas atypique, mais il a été un petit peu en dehors des clous, surtout au début. J'ai eu la chance rapidement d'avoir mon directeur qui m'a proposé assez vite après mon diplôme, au bout de 2 ans et demi, de passer ce qu'on appelle référent. Donc c'est comme un coordinateur, mais version sans support hiérarchique, sans rapport, plus de la coordination sur du matériel, gestion du matériel, gestion des stocks et gestion administrative. De là, ça m'a bien plu, donc j'ai continué un petit peu à persévérer là-dedans et je suis passé infirmier coordinateur, donc il y a 9 ans, enfin bientôt 9 ans, en 2016. Donc là, l'infirmier coordinateur, c'est un responsable de service, un chef de service, qui va plus exercer dans le domaine du médico-social, c'est-à-dire EHPAD, maison de retraite ou MAS pour le handicap, etc. Le but de l'infirmier coordinateur, donc c'est comme un cadre de santé, donc le responsable va avoir toujours le pied dans le soin, parce qu'il est infirmier, mais le pied dans le management aussi en tant que coordinateur et dans la gestion. Donc là, en fait, comme j'ai été pas propulsé, mais promu un petit peu par ma direction, j'ai appris un peu sur le tas. Sachant qu'à la base, normalement, c'est bien de passer le diplôme en management. Donc, c'est soit on passe des DU qui durent 6 mois, soit on fait l'école de cadre, ça c'est plus pour la fonction publique, soit d'autres diplômes style Café Ruisse, etc., qui se font dans le privé. Il y a plein de diplômes, il y a plein de parcours différents, mais qui mènent à la même chose, en fait. Ce que j'ai fait, mais bien plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, où j'ai passé mon diplôme, cette fois de management des organisations, donc c'est-à-dire de direction sur le médico-social. Le plus gros défi que j'ai eu, ça a été, justement, comme j'avais pas d'autres diplômes de management autres que celui d'infirmier, ça a été d'intégrer toutes les notions du coordinateur sur le tas. Donc la gestion RH, le management d'équipe, la gestion budgétaire, voilà, tout ce que peut faire un responsable de service. Et l'enjeu essentiel, surtout sur la gestion RH, ça a été toute la partie continuité, parce que dans le médico-social, comme dans plein d'autres secteurs, mais le médico-social beaucoup, les patients sont malades 24 heures sur 24, pas de 9 heures à 17 heures. Donc il faut assurer une continuité jour, nuit, week-end, férié, voilà. Donc c'est ça aussi le défi, c'est de faire en sorte que tout roule à ce moment-là. Le pied dans le soin, l'avantage de l'infirmier coordinateur par rapport au cadre de santé, on va dire, comme dans les hôpitaux, ça va être de pouvoir garder vraiment une proximité avec le soin. Donc je déconnectais pas forcément avec le cœur de métier qui est infirmier, parce que je pouvais toujours intervenir pour soutenir les équipes, les équipes infirmières, les équipes aides-soignantes. Voilà, je peux faire tout ça. Après, le contexte fait qu'on a énormément de travail administratif, dû au management, sur de la gestion budgétaire sur son service, sur de la gestion managériale, comme les entretiens annuels, comme les recrutements, comme la promotion de la formation des salariés, des montées en compétences. Voilà, il y a tout ça qu'il faut mettre en place. Et ensuite, il y a eu tout ce qui va être le lien avec les partenaires. Donc les partenaires, ça va être nos premiers partenaires, ça va être nos patients. Ensuite, ça va être les familles. Après, les partenaires en interne, c'est-à-dire les autres services, le service administratif, le service animation, le service restauration, le service technique. On a besoin de toute cette équipe-là pour faire tourner un établissement ou un service. Et
Ensuite, ça va être les autres partenaires, là plus spécifiques au médical, qui vont être les partenaires paramédicaux et médicaux, les médecins, les structures de soins, les kinés, les orthophonistes, etc. Et après, tout ce qui est gestion, et ce qui est un gros travail quand même, parce qu'il faut dire que le budget, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout dans le milieu de la personne âgée, là où j'exerce, c'est la gestion budgétaire, donc la gestion des fournisseurs, donc le travail, la collaboration, la gestion d'un stock au plus juste et s'assurer toujours que on ait une marge de manœuvre quand on peut, suffisante, voilà, pour pouvoir gérer les aléas. Parce que travailler avec l'humain, c'est travailler avec les aléas. Voilà. Et les grandes, on va dire les grandes qualités que j'ai dû développer, que j'avais un petit peu, mais que j'ai aussi développé, ça va être tout ce qui va être qualité humaine et managériale. Et aussi ma capacité à gérer le stress et gérer les aléas. Et ça, on va revenir dessus, mais la crise du Covid a beaucoup appris, voilà, ça. Et après, un des enjeux aussi qu'on a dans plein de métiers, et dans celui-là en particulier, je trouve, c'est toujours d'être, de la veille documentaire, de la veille réglementaire, de la veille sur ses compétences et s'assurer que soi et toute son équipe puissent toujours avoir des compétences qui soient actuelles et efficaces. Et je vais revenir un peu sur la partie budget, mais le moyen le plus économique de faire ça, c'est l'accueil des stagiaires et c'est l'encadrement aussi, voilà, de tous les futurs diplômés et tous les futurs salariés qui veulent découvrir le métier, parce que ça nous oblige toujours à avoir cette vision de est-ce que ce que je montre c'est bien, est-ce que ce que je dis c'est bien, et savoir écouter aussi sur peut-être qu'il faudrait ajuster, voilà. Donc être infirmier et infirmier coordinateur, c'est être réactif, polyvalent et un peu humble quand même. Voilà, parce qu'il faut savoir se remettre en question quand il faut, voilà, un petit peu. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question déjà dans le chat sur les compétences essentielles que tu viens un peu d'énoncer. Est-ce que tu en vois d'autres ? Les compétences essentielles, la gestion des conflits. Alors pas dans le sens où c'est toujours tendu, mais dans le sens où on veille au bien-être de patients, d'usagers qui sont malades de base ou qui ont une pathologie, donc qui va entraîner une souffrance plus ou moins grande, etc. Et ça va être de gérer la partie salariale et les salariés qui restent, on reste tous humains, on est joyeux, triste, fatigué, en forme. Il faut réussir toujours à allier les deux. Donc c'est toujours s'assurer qu'il y ait une concordance entre les besoins des usagers, les besoins du personnel et comment on fait pour répondre, parce qu'on est quand même là pour soigner et prendre soin des gens, comment on prend soin des personnes tout en prenant soin de ses salariés. Et c'est toujours un conflit intérieur sur la balance bénéfice-risque, à quel moment je pose des limites, à quel moment je mets plus de souplesse. Voilà, donc c'est toujours cette remise en question et toujours cette notion de attention, je vais toujours devoir faire un équilibre entre les deux. Après, d'autres qualités, donc la polyvalence, parce que ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être capable de faire toujours au moins 2 choses à la fois, mine de rien. Sachant que la première, ça va être toute la gestion RH, et sur la gestion RH, le plus compliqué, ça va être honnêtement la gestion des plannings. On a des plannings continus, c'est du 24/24, 7 jours sur 7. Donc il faut toujours s'assurer que tout roule, que ce soit suffisamment équilibré pour tout le monde, et d'avoir toujours une roue de secours, parce que quand il nous arrive quelque chose à 2h du matin, il faut pouvoir assurer à 2h du matin, il faut pouvoir assurer quand on est en vacances. Voilà, donc ça c'est plus un enjeu managérial, mais qui demande beaucoup de, on va dire, souplesse et délicatesse, surtout quand il faut annoncer aux personnes qu'elles vont devoir travailler sur des horaires décalés. Voilà. Et la première qualité qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est l'exemplarité. C'est quand on va exiger quelque chose de quelqu'un, ça c'est moi qui pars de ce principe-là, quand je vais exiger quelque chose de la part de mon équipe, je dois être capable de leur montrer que
c'est pas impossible, donc je peux le faire. Voilà. Si je leur demande d'avoir des horaires décalés, grosso modo, les horaires d'infirmier coordinateur, ça va être des horaires de bureau 80% du temps, 85% du temps, donc du 8-16, 9-17, voilà, quelque chose comme ça. Mais on peut arriver à parfois devoir faire des nuits, parfois des week-ends, parfois des jours fériés, parfois des horaires décalés pour venir très tôt le matin ou très tard le soir ou un petit peu en début de nuit. Voilà, il faut être capable d'avoir cette souplesse aussi dans sa vie pour pouvoir montrer que je demande aux gens d'être disponibles, moi aussi je sais l'être. Voilà. Mais de toute manière, quand on commence infirmier, on sait très bien qu'on n'aura jamais des horaires très conventionnels. Voilà, ça c'est une réalité. Tu as raison encore d'appuyer ça aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui nous semble évident, mais c'est vraiment ce qui se passe derrière une fois qu'on est sur le terrain. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. C'est hyper intéressant. Il y a une personne qui s'interroge sur les types de structures. Il y a différents types de structures dans lesquelles on peut faire exercer le métier d'infirmier. Est-ce que, voilà, toi, de ton expérience, tu en as trouvé certaines de plus intéressantes ou plus challengeantes que d'autres Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Alors, l'avantage d'avoir fait un peu tout, enfin, oui, quasiment tout, les types de services, c'est que ça dépend. Si on va rechercher de la technicité dans le travail, est-ce qu'on va rechercher du relationnel? Est-ce qu'on va rechercher du projet à long terme? Projet à long terme, on va s'orienter sur du médico-social, des structures voilà, de long séjour, on va dire. Si on veut de la technicité, on va plus s'orienter sur de l'hospitalier, voire des services plus techniques, de la réanimation, des urgences, etc. Si on recherche beaucoup de relationnel, peut y avoir la psychiatrie, tout ce genre de choses. Et après, si on recherche vraiment de la polyvalence, avec du relationnel, etc., le plus complet, pour moi, ça va être le libéral. C'est ce qui m'a vraiment appris à allier autonomie, parce qu'on reste, même si on est une équipe d'infirmiers dans le cabinet, on reste seul sur le terrain, en général. De la polyvalence, c'est grosso modo sur quoi on va tomber, mais on a beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Et ça évite l'ennui, la redondance et voilà, la routine. Après, en fonction des services, il y a aussi les horaires qui vont changer. Quand je travaillais en entreprise, j'avais des horaires en tant qu'infirmier très postés. Enfin, j'étais sur la santé au travail, donc j'étais posté sur un 9h-16h. Je travaillais en lien avec le médecin du travail et c'était du lundi au vendredi, pas de jour férié. Voilà. Ça dépend quel rythme on cherche aussi. Mais grosso modo, on peut exercer dans quasiment toutes les structures, l'éducation, voilà, c'est vraiment chouette. Et concernant l'équipe de vie, on entend que ça peut être parfois un petit peu délicat entre l'équipe de vie pro et perso. Toi, comment tu as réussi à gérer un petit peu ça parce que c'est vraiment challengeant dans ce métier. Alors, je vais pas être un exemple à suivre parce que je vis avec une personne qui est aussi dans le médical. Donc forcément, c'est plus facile. Mais sinon, pour allier l'équilibre vie pro et perso, en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière. C'est pas parce qu'on va avoir des horaires en 12 heures ou qu'on va travailler un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 et que tous les 2 ans, on va pas faire Noël en famille, qu'il va y avoir un gros déséquilibre. Le tout, c'est d'essayer de trouver dans son quotidien, dans ses moments en dehors du travail, comment je peux allier mes activités à côté. On a des horaires décalés en tant qu'infirmier, mais on a quand même des horaires des roulements qui restent fixes. Donc on peut quand même planifier sa vie, voilà, et trouver un équilibre là-dessus. Quand on se lance dans ce genre de métier et dans ce domaine, c'est comme je disais tout à l'heure, on s'attend pas à ce que les malades soient malades de 9h à 17h. Voilà. Il faut s'attendre à ce qu'ils soient malades tout le temps et on travaille avec de l'humain. L'humain de base, c'est de l'aléa. Donc il faut s'attendre à ce que parfois ça marche pas comme on veut et on doit adapter ses horaires, on doit adapter son emploi du temps. Mais on garde quand même des plannings qui sont fixes. Les horaires peuvent être décalés, mais c'est un détail sur lequel on s'accommode et pour ça, l'école d'infirmier nous l'apprend bien.
parce qu'on a beaucoup de mise en stage. C'est à peu près moitié stage, moitié cours sur les 3 ans d'études. On prend déjà ce rythme de base. Donc quand on sort diplômé, on n'est pas surpris. Voilà, on a déjà calqué son équilibre de vie, on va dire, par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui se fait, on va dire, avec le temps qui passe et en fonction de ses appétences au niveau du métier. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un exemple de journée type, même si peut-être qu'il y en a différentes, mais... Alors, ma journée type d'infirmier coordinateur. Alors, ça reste très personnel, chacun la sienne, hein, mais moi, le matin, ce que j'aime bien, c'est... Enfin, le premier truc que je fais quand j'arrive, après avoir dit bonjour à mes collègues, c'est je vais faire un tour dans le service, ici dans la maison de retraite, pour voir un petit peu l'ambiance générale, comment vont les résidents, comment vont les salariés aussi, recueillir les quelques infos que j'ai ratées sur les dernières heures où j'étais pas là. En général, c'est la nuit. Voilà, et ça me donne mon plan d'action dans la tête de la journée de OK. Si je sais que j'ai un résident qui est hospitalisé, je sais que j'ai lui en moins, il va falloir que je vois où est-ce que ça en est. Si j'ai un salarié qui est absent, il va falloir que je gère ça. Si tout va bien, je vais me concentrer peut-être sur plus des projets, parce qu'on a quand même beaucoup de projets. Voilà. Ou je sais que je vais accueillir 4 nouveaux stagiaires, je vais préparer leur arrivée. Voilà. Donc, le fait de faire ce tour le matin, déjà, me donne, grosso modo, mes impératifs de la journée. Sur quoi je cale déjà mon quotidien. Donc, le quotidien de coordinateur, c'est beaucoup de communication interservice, donc s'assurer toujours qu'il y ait cette coordination, d'où le nom. Et ça va être de la réunion, pas souvent, mais ça va être de la réunion sur des temps communs de transmission d'informations, sur de la formation ou de la gestion de projet, parce on travaille beaucoup par ça. Surtout dans le médico-social, on travaille beaucoup par gestion de projet, appel à projet, gestion de projet. Et après, il y a toute la partie administrative. Donc, c'est pas la partie la plus barbante, même si au début, c'est ce que je pensais, ça n'est pas forcément, parce que c'est la partie où on va, j'enlève la partie planning, mais où on va mettre à jour les procédures, où on va faire des communications aux familles, où on va s'assurer que les dossiers médicaux soient à jour. Voilà. Il y a ce besoin d'expertise aussi. Il y a ce temps d'échange avec les équipes. Il y a ce temps d'ajustement aussi et de prise de température. Voilà. Et après, la journée, c'est participer et contribuer aussi à la vie du service et d'établissement. Donc, c'est être là sur les temps forts, les repas, certaines animations, certains événements culturels. C'est se rendre disponible pour les questions des usagers et les questions des salariés. Et c'est mettre un peu la main à la pâte. C'est pour ça que c'est bien aussi, ce que je trouve bien, infirmier coordinateur, c'est que on reste pas figé derrière un bureau au niveau administratif. On garde toujours ce pied dans la réalité. Et c'est ça qui fait que il y a une certaine routine, mais pas trop non plus. Ok, voilà. Super. Et du coup, je me permets de rebondir sur 2 sujets, la formation, et tout à l'heure, tu parlais aussi de veille. Comment tu continues à te former? Comment tu fais de la veille? Est-ce qu'il y a des outils, des pratiques, des instances? Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, en ce qui concerne la formation et surtout la formation continue, donc avoir un diplôme, c'est bien. Voilà, c'est la base, mais évoluer au long de sa carrière, comme je disais tout à l'heure, l'accueil des stagiaires, c'est le meilleur levier, parce que c'est celui qui va nous obliger constamment à réactualiser nos connaissances. Le deuxième, ça va être tout ce qui est action de formation interne ou des demandes de formation. Donc là, il y a les OPCO, etc., qui financent énormément, surtout dans le milieu de la santé où on a une obligation réglementaire en tant qu'infirmier de se former, de s'actualiser. Voilà, c'est dans la loi. Donc là-dessus, ça va être des petites formations. Je prends des exemples. En ce moment, la grande mode, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Ça va être des mises à jour sur les dernières réglementations en termes d'hygiène des mains, en termes d'hygiène des locaux, en termes de... Le Covid nous a donné énormément de formations sur la gestion épidémique. Voilà, donc ça, c'est la formation, mais c'est
notre devoir d'aller la chercher, d'aller chercher l'information, d'aller demander ça, parce qu'il y a la partie obligatoire. Honnêtement, obligatoire, ça va être incendie. Voilà, gestes et postures et réactualiser ces gestes d'urgence. Mais toute la partie à côté, c'est au feeling de chacun. Si je veux développer la prise en charge de la fin de vie, est-ce que je veux développer la gestion des risques dans les soins, est-ce que je veux développer la démarche qualité, c'est à chacun de le demander, mais moi, mon conseil, c'est essayer de faire une formation par an. C'est ce qui permet de pas faire en sorte que nos patients soient plus au point que nous, en fait. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Alors après, c'était la veille et la formation, mais peut-être que ça va faire. Et après, tu parlais beaucoup de projet ou de gestion de projet. Qu'est-ce que tu entends par projet? Alors, projet, alors je vais me passer pour le médico-social, ça marche un petit peu pour le public aussi, mais dans le médico-social, on va dire que quand on veut mettre quelque chose en place d'un peu nouveau ou innovant, on n'a pas un budget limité dans les maisons de retraite, loin de là, voire même on a un budget qui est pas assez conséquent. Du coup, ça va être des demandes de financement de la part des ARS, des agences régionales de la santé, de la part du département, de la part d'autres organismes privés, de mécénat, on peut partir sur plein de choses, par rapport à des projets qui vont tenir à cœur l'établissement et qui vont avoir un côté innovant. Par exemple, un des projets qu'on a mis en place, c'est donc ça s'appelle le Motomed, c'est une sorte de c'est pas un vélo d'appartement, voilà, on va le vulgariser comme ça. C'est comme un vélo d'appartement adapté pour les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil ou avec des grosses difficultés pour se mobiliser, avec un écran qui vont leur permettre de faire une petite séance de sport, voilà, mais avec devant un écran, donc nous c'est Montpellier, où ils peuvent se balader en fait dans le vieux Montpellier. Donc pour les personnes âgées, c'est super chouette parce qu'elles vont se balader et elles font de l'activité physique en même temps. Ce petit joujou coûte 14 000 €. Voilà, donc c'est un petit investissement. Donc là-dessus, il a fallu demander des aides au niveau de l'ARS, des mécénats, voilà. Et aussi, on a mis notre poche. Mais voilà, essayer de construire le projet, quels objectifs, les objectifs thérapeutiques, les objectifs de bien-être, environnementaux, etc. Donc c'est ça. Et on fonctionne beaucoup en méthode projet. Quand on va demander une augmentation de la masse salariale, pour être plus sur le côté RH, quand on va demander des travaux de rénovation, etc., souvent le budget entre ce qu'on demande, entre les normes pour faire des travaux et le budget qu'on a dans nos caisses pour pouvoir faire des travaux, il y a un delta qui est assez monstrueux. Du coup, il faut justifier de pourquoi est-ce que je veux refaire, par exemple, toute la salle de repas et la salle de soins pour répondre aux nouvelles normes. Pour répondre à ces nouvelles normes, il faut que j'investisse dans tel type de mobilier, telle peinture, tel revêtement, etc., telle surface, etc. Ça va me coûter tant. Moi, j'ai un budget de temps, donc j'aimerais bien avoir une aide par rapport à ça. Et après, ça va être des projets très transversaux et beaucoup plus sympas. Le dernier qui a été mis en place par l'EHPAD et qui est magnifique, c'est un projet intergénérationnel de rap. Voilà, où les résidents ont écrit une chanson de rap, ils ont fait un clip avec des vrais rappeurs et une association qui, du coup, leur a permis de faire du lien intergénérationnel, de travailler un petit peu au niveau de la mémoire, etc. Nous, il a fallu qu'on rémunère l'association et les intervenants, parce qu'il a fallu clipper, il a fallu diffuser, etc. Donc, on a demandé de l'argent par rapport à ce projet. Voilà, c'est aussi ça les projets qu'on met en place. C'est pas que du purement médical. Des fois, ça peut être super fun. Super intéressant. Merci beaucoup. Je vois que l'heure défile, pardon. Je peux prendre une dernière question et après, si ça te dérange pas, on va conclure ensemble. Quels pourraient être, par exemple, les conseils que tu pourrais donner à une personne qui s'intéresse à faire ce job? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, sur le métier d'infirmier coordinateur, ce qui devrait être très
La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à prendre du recul euh, et à me détacher, on va dire, de mon métier d'infirmier. Il faut garder les pieds dans le soin, mais il faut réussir à s'en détacher parce qu'il y a un enjeu managérial et on va pas manager que des infirmiers. Et on va toujours essayer de défendre sa chapelle, hein. Donc on va toujours essayer de défendre son métier, mais il faut se dire est-ce que je suis capable de prendre alors prendre de la hauteur plus ou moins parce que j'aime pas les choses pyramidales, mais est-ce que je vais pouvoir prendre ma casquette de capitaine en fait et pouvoir guider les gens jusque-là? Est-ce que j'ai la patience nécessaire? Est-ce que j'ai la remise en question nécessaire? Et est-ce que je vais être capable de faire passer les intérêts communs avant les intérêts de mon métier? C'est beaucoup ça, la question du manager. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, peut-être si Xavier, si tu serais d'accord qu'on te contacte, s'il y a des personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à recontacter Xavier sur LinkedIn peut-être. Oui. Merci pour ça. Dans tous les cas, il y aura un replay, il sera disponible d'ici 1 à 2 semaines. Et encore merci pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pas un métier que je connais beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses. Et en tout cas, t'en parles avec sincérité et douceur et bienveillance. C'est hyper intéressant. Et pour conclure ce live, si votre projet professionnel est clair et que vous recherchez du travail ou pas tout à fait encore, mais que vous êtes à l'écoute du marché, nous vous invitons à vous inscrire sur Chance Recrutement pour recevoir des offres ultra ciblées et très alignées avec vos envies et priorités professionnelles. Je peux vous partager le lien dans le chat ici. Et puis, au contraire, si vous n'avez pas encore un projet pro très clair et que vous voulez rejoindre la communauté dont je vous parlais au début du live pour poser des questions, échanger avec des professionnels, demander des conseils ou pour tout simplement aider et apporter des coups de pouce pro à des personnes qui auraient besoin de votre aide, je vous mets également le lien dans le chat. Et je te remercie encore une fois, Xavier. Merci à toi, avec plaisir. Pour ton temps et pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui et appris. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci Xavier. Au revoir à tous, merci. Salut.